Bonsoir à tous. Donc nous sommes le samedi 21 mars 2020, il est presque 22 heures. J'aimerais revenir sur un post que j'ai publié il y a 3 jours qui s'intitule « Pourquoi l'épidémie et les mesures qui l'accompagnent vont encore durer ?» Alors c'est pas tant une question que je me pose, c'est plutôt quelque chose que j'affirme, mais en me basant sur des faits. En me basant sur des faits, parce qu'il est clair que nous traversons certes une période difficile, mais qu'en plus, on va dire, les médias sont, à mon sens, pas tellement forcément complètement transparents sur cette affaire-là. Je ne veux pas me transformer en lanceur d'alerte, parce que je ne suis pas du tout assez spécialiste. Je vais essayer d'être assez généraliste sur le sujet. Simplement, l'objet de ma vidéo, là, aujourd'hui, c'est d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Je ne fais jamais ce genre de choses. Je ne veux pas me transformer en lanceur d'alerte, mais on va dire que cette vidéo va un petit peu faire l'exception, mais je me fais un petit peu le relais volontaire et spontané de certaines autres personnes qui sont elles qui font beaucoup de recherches et qui sont elles parfaitement bien documentées. Donc je vous renvoie sur les sites, par exemple, de YouTube, d'amis négociateurs, d'investisseurs pros, le média et d'autres personnes, mais pas bien sûr des chaînes conspirationnistes, hein, on est bien d'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on voit dans toute cette affaire-là, c'est qu'on essaye toujours de décoder ce qui n'est pas dit, finalement. Donc, à travers certaines choses qu'on va nous dire, alors on peut voir derrière aussi des choses qui ne sont pas dites. Je vais prendre un exemple tout bête que j'ai déjà cité. Quand les journalistes, les grandes chaînes de médias, qui, je trouve, globalement nous informent, mais je dirais assez largement, mais je pense, après ça c'est que moi que ça engage, sans forcément sortir des clous de ce qu'on leur dit de dire ou pas dire. Parce qu'ils ont forcément chaque organe de presse, qu'il soit radiophonique, écrite ou télévisuelle, a forcément sa ligne éditoriale et a forcément ses obligations, son devoir de réserve, etc. Bon. Donc, après, c'est pour ça qu'aussi vous avez les journalistes indépendants qui, eux, peuvent tout dire, finalement, en définitive, d'une façon très documentée, mais qui peuvent tout dire. Je ne veux pas, dans cette vidéo, verser dans le conspirationnisme ou verser dans les suppositions hâtives. Je veux simplement vraiment qu'on essaye de voir au-delà, finalement. Par exemple, quand les journalistes nous posent une question, on peut être sûr que la réponse à la question va être affirmative. Parce que forcément, ils ont des journalistes, des services qui sont en relation avec le pouvoir exécutif, avec les administrations, etc. Donc forcément, ils ont des échos de ce qui se dit, de ce qui circule dans les couloirs, si j'ose dire. Donc, quand on pose une question du style « Est-ce qu'on va passer en phase 2 ? Est-ce qu'on va passer en phase 3 ? Est-ce qu'on va passer en confinement ? Est-ce que le confinement va durer ? » S'il pose une question, ça veut forcément dire que la réponse sera quasiment à coup sûr, quasiment oui. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça laisse les gens dans peut-être de faux espoirs que la réponse soit non, ou alors que finalement ça inquiète davantage les gens. Donc voici pourquoi je pense réellement que l'épidémie et les mesures qui l'accompagnent vont encore durer. Donc je vais reprendre ce que j'avais écrit sur mon post et je vais un petit peu commenter. Plusieurs faits me laissent à penser que cette crise sanitaire va durer et entraîner avec elle une ambiance sociale de plus en plus délétère. Les intuitions des uns, souvent, ne suffisent pas à convaincre l'incrédulité des autres.
Alors voici des faits à l'appui de mes dires sur le prolongement de l'épidémie et des mesures, notamment restrictives de liberté, qui l'accompagnent, faits qui surviennent progressivement et rejoignent mes intuitions. Donc les intuitions, vous regardez mes précédentes vidéos et vous voyez que, étonnamment, en définitive, elles se sont réalisées. Le ministre de l'Éducation nationale a laissé entendre que la fermeture des écoles durerait probablement au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit il y a 2 semaines, je crois, à peu près. Donc, les vacances de Pâques, pour la région parisienne, c'est à la fin de la première semaine du mois d'avril. Et après, tous les autres derrière vont suivre. Et c'est à cheval, forcément, jusqu'à début mai. Donc, à peu près, je crois, où c'est fin avril, je ne sais plus, enfin bref. Donc, à un moment donné, je pense que il y aura besoin, parce que déjà, la fermeture des frontières aussi, ça va être jusqu'au 15 avril. Il y a forcément cette certitude quasi entière que, effectivement, les écoles vont rester fermées au mois d'avril. Tout le mois d'avril. Moi, je pense vraiment. Au minimum. Parce que en plus, pourquoi mettre toutes les zones sur un pied d'inégalité? Forcément, les élèves qui vont pas retourner à l'école avant les vacances du mois d'avril, de la zone C, ceux qui commencent les premiers, on va pas dire à ceux qui commencent les vacances une semaine après, vous retournez en vacances pendant une semaine. Si le ministre prolonge la fermeture des écoles jusqu'aux vacances de Pâques, ça sous-entend que pendant une semaine, les élèves de la zone B iront à l'école, et ceux de la zone A, ce sera encore pendant 2 ou 3 semaines, pendant 2 semaines de plus. Non, c'est pas logique. Ensuite, vous regardez sur la chaîne Le Média, une visioconférence du 11 mars 2020 entre des médecins qui circulent, donc via cette chaîne, montre que nous sommes en présence d'une crise sanitaire majeure, qu'elle va durer 4 à 5 mois, qu'elle va probablement durer 4 à 5 mois, qu'elle va faire des milliers de morts en France. Alors, on a la ministre de la Santé, c'est un peu ambivalent cette histoire-là, qui confie que elle a avisé sa hiérarchie début janvier du danger qu'il y avait, parce qu'elle avait remarqué, elle avait eu des remontées en fait que de Chine, il y avait déjà des gens qui souffraient de certains symptômes d'insuffisance respiratoire depuis donc le mois de décembre, et qu'elle trouvait ça bizarre. Donc elle avait déjà alerté sa hiérarchie, et on se demande qu'est-ce qu'elle a dans la tête au moment où elle passe la main à son collègue qui l'a remplacé. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que finalement elle ne dise rien, elle démissionne, qu'elle parte à la conquête de la mairie de Paris, et qu'aujourd'hui, peut-être prise de remords, sait-on, hein, ça jamais, elle fait des confidences. Ensuite, on a bien vu que l'Italie, elle prolonge ses mesures de confinement après le 3 avril. Alors, on est bien d'accord que la France, elle est frontalière avec l'Italie, et la France venant de rétablir ses frontières extérieures et aussi intérieures, hein, c'est-à-dire que maintenant tout va être bloqué. Alors au niveau des points de passage qui sont routiers, ça va être un peu plus des contrôles sur les chemins, pas aux frontières, mais pas forcément aux frontières, mais je veux dire, c'est beaucoup plus maintenant, c'est beaucoup plus ciblé et beaucoup plus contrôlé, en tout cas au niveau aérien déjà. Donc ensuite, déjà il y a plus de morts en Italie qu'en Chine, parce que comme chacun sait, la Chine, ça c'est terminé, hein. Et la France a pris aussi plusieurs mesures qui laissent à penser que le confinement, ou du moins l'épidémie avec des mesures restrictives de liberté, va durer quelques mois. Alors pourquoi je dis, je mets une c'est bizarre d'ailleurs ce que je vois, parce que là c'est le texte que j'ai copié-collé sur une feuille, et effectivement, après que j'ai écrit ça en plus, j'ai appris
que c'est même pas encore sûr à 100%, parce que c'est pas acté, que le confinement va se prolonger. Parce que j'ai même vu sur Sud-Ouest, l'organe de presse Sud-Ouest, que le ministre en Conseil de défense, le président de la République avait décidé de ne pas prolonger le confinement. Et dans tous les autres organes de presse, moi j'ai entendu simplement que ça n'avait pas encore été décidé et que ça se déciderait un petit peu, on va dire, pas au jour le jour, hein, loin de là, mais en fonction de l'évolution de la situation. Alors, est-ce que c'est Sud-Ouest finalement qui a raison et on n'ose pas dire la réalité, la vérité, ou est-ce que c'est Sud-Ouest qui s'est trompé? Parce que si Macron décide de ne pas prolonger le confinement, mais d'appliquer plus strictement les autres mesures, en définitive, ben ça veut dire qu'il y aura plus facilement de circulation d'individus en France. Et il est bien certain qu'il faut que les Français, les gens qui sont sur le territoire français, donc tous les gens qui sont sur le territoire français, pas seulement les Français, tous les gens qui sont sur le territoire français, il faut qu'ils observent les règles de confinement pour éviter de plus en plus de contacts. On a suffisamment d'appels au secours par rapport à ça, par rapport aux autorités, par rapport aux médecins, par rapport aux professionnels de santé. Il faut vraiment éviter les interactions. Donc, est-ce qu'on en est encore aujourd'hui à vouloir éviter les contaminations, ou alors à commencer à instituer, sans forcément le dire, une sorte de phénomène d'immunisation de masse? Moi, je pencherais plutôt quand même pour effectivement encourager largement les gens à la distanciation sociale et à sortir le moins possible, à rester le plus possible chez eux, mais sans forcément continuer, en définitive, le confinement obligatoire, sous peine de sanctions pénales. Mais encore plus, je pencherais encore plus pour le confinement encore plus long, encore avec les sanctions pénales à la clé, et peut-être encore une autre solution encore plus grave, enfin pas plus grave, mais plus sérieuse, c'est ce confinement avec des sanctions pénales à la clé accrues. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une simple contravention à payer, ce soit une interpellation, une garde à vue et la prison possible. Ou un bracelet électronique, ou que sais-je, hein, parce que les prisons sont pleines, ils sont en train de vouloir pas les vider, mais en train de vouloir libérer les prisonniers, puisque la ministre de la Justice s'est exprimée à ce sujet. Ensuite, on a, par rapport à ça, on a un décret qui est paru récemment, donc il faut bien le voir, le décret, hein, il est sur Légifrance, hein, donc chacun peut le voir. Je crois que c'est un décret du 19 mars, si je me rappelle bien, qui permet en fait aux pharmacies d'avoir des stocks suffisants de médicaments jusqu'au 31 mai pour honorer les renouvellements de médicaments sans qu'il soit besoin pour le patient, avais-je écrit, de présenter une nouvelle ordonnance valable s'il ne peut consulter son médecin. Jusqu'au 31 mai. Donc moi, ça me laisse penser quand même que ces mesures-là vont forcément se prolonger et qu'ils le savent déjà. Qu'ils l'envisagent en tout cas très sérieusement. D'abord, dans un décret, donc ça pardon, je l'ai déjà dit. Ensuite, le gouvernement demande au Parlement de pouvoir légiférer par ordonnance pendant 4 mois dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus. Alors, plusieurs choses là-dessus. Et effectivement, on a appris des choses là-dessus, et quand on fouine un peu, on va voir que c'est pas du tout de la bêtise. C'est acté dans certains organes de presse et dans sur certaines chaînes de partis politiques. Par exemple, je pense à la France Insoumise, par exemple, allez voir, hein, ou à d'autres chaînes. Alors, c'est ce que le Premier ministre avait demandé, 4 mois, mais apparemment, il a obtenu que 2 mois, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr.
Mais sanitaire aussi, quand on y pense bien, ça se rapporte à la sécurité au travail, ça se rapporte au droit du travail en général, quoi. Et là, le Parlement s'apprête à accorder l'autorisation au gouvernement de légiférer, hein, en lieu et place donc du Parlement, de légiférer, voilà, pour prendre des ordonnances, qu'on appelle des ordonnances. Donc ce sont des actes pris par le Parlement par le gouvernement sur autorisation du Parlement, mais qui ont force de loi par rapport au droit du travail. Et les termes de ce projet de loi par rapport au droit du travail sont particulièrement inquiétants, très inquiétants même, du style application de la réglementation européenne, donc moins de congés annuels payés, moins de droits à congés annuels, des repos hebdomadaires qui peuvent être revus à la baisse, une semaine de travail qui peut aller beaucoup plus qu'à 35 heures, des aménagements un petit peu à la discrétion de l'employeur, des prises obligatoires de congés annuels sur des périodes de confinement, enfin, des trucs. Et on fait croire à certaines personnes que, même aux députés d'ailleurs, que c'est provisoire. Alors que vraisemblablement, mais à vérifier quand même, je dis bien, c'est sous réserve, mais vraisemblablement, le terme de provisoire, de temporaire, il disparaît du texte. Donc attention, sanitaire, ça veut aussi dire par rapport au droit du travail, hein. Donc ça se peut qu'il y ait un rapport, on va dire, avec la situation actuelle, parce que finalement le travail, le secteur du travail en général, toute profession, tout secteur et toute profession confondue, forcément il est chamboulé. Donc on a ensuite, comme je le disais, les frontières extérieures sont fermées jusqu'au 15 avril en l'état, hein, tout au moins, et les contrôles aux frontières intérieures sont renforcés. Donc là, quand j'ai écrit ça, je ne savais pas que les contrôles aux frontières intérieures seraient généralisés. Et les élections municipales se reportées a priori au mois de juin. Moi j'avais vu le 21 juin 2020, mais après tout, récemment, j'ai entendu des informations contradictoires par rapport à cela. Alors par rapport aux élections municipales, ce serait intéressant de savoir quand même quel est le droit là-dedans. Parce qu'on écoute les constitutionnalistes et on entend que dans le droit, les 2 tours des élections municipales sont juridiquement liés, donc si on annule le second tour, il faut annuler le premier. Et puis là, il y a une journaliste de TF1 qui arrive avec ses gros sabots et puis d'un air péremptoire et hautain dit qu'on a trop écouté les constitutionnalistes et que de toute façon, le premier tour, il sera maintenu en l'état pour les maires qui sont élus. Bon, ok, qu'à cela ne tienne. Donc ce n'est pas finalement la Constitution qui prime, mais c'est finalement les avis des journalistes qui priment. C'est un peu bizarre, vous avouerez quand même, c'est quand même un peu bizarre. Alors qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Bizarre. Et alors c'est vrai que quand j'ai écrit ça aussi, il y avait la presse qui commençait à annoncer la durée possible d'au moins 1 mois du confinement. Alors, ce ne sera pas forcément 1 mois tout de suite, hein. Ça va aller de 15 jours en 15 jours en 15 jours, d'accord? Et les avis divers et variés qu'on entend, aussi bien dans les médias que chez les médecins qui parlent en dehors des médias mainstream ou même dans les médias en général, c'est plutôt à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi, en tout cas de très fortes restrictions si, comme je le disais plus haut, il n'y a pas de prolongation du confinement obligatoire. Et enfin, il y a aussi une autre chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est que bientôt, je ne sais même pas si ça n'a pas encore été voté, mais ça ne devrait pas tarder en tout cas, vont être prorogés de 180 jours maximum différents titres de séjour, attestation provisoire de séjour et récépissé de demande de titre de séjour, les premières demandes, attestation de demande d'asile qui devait expirer entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Donc ça, c'est pour faciliter, dit-on, le travail des préfectures et respecter le droit des étrangers. Donc, jusqu'au 16 mai 2020. Ça veut dire 3 mois maximum. Donc logiquement,
3 mois maximum à partir du 16 mai 2020, ça fait jusqu'au 16 juillet, 15 mai 2020, pardon, ça fait jusqu'au donc 15 juillet 2020 au plus tard. Donc pour moi, la conclusion de tout ça, c'est que la France s'alignera forcément sur l'Italie jusqu'à ce que retombe le pic épidémique, qui n'est pas encore arrivé en France et qui n'est pas encore forcément arrivé en Italie, puisqu'on entend de ci de là que l'Italie a à peu près entre 8 et 12 jours d'avance sur la France, sachant que le nombre de décès grandit exponentiellement, et exponentiellement. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Hein. Exponentiellement, pardon. Donc, on a quand même des jours devant nous qui vont être sombres en matière de nombre de cas de contaminés et de nombre de cas de grands malades, forcément, et de nombre de cas de décès, a fortiori. Donc, comme je le disais, la France s'alignera sur l'Italie jusqu'à ce que retombe le pic épidémique, et la France connaît déjà les risques dans le temps et laisse les gens dans de faux espoirs en annonçant avec une certaine douceur, un peu comme ça, pas trop brusquer les gens, oui. De toute façon, on risque mais c'est pas sûr, mais voilà. Et puis, à côté de ça, les médias nous montrent finalement la situation avec un certain sourire. Alors, c'est bien, parce que on est bien d'accord qu'il y a aussi des études qui montrent qu'il y a un très grand nombre de personnes qui décèdent de cette... et encore maintenant, hein, c'est encore confirmé, encore récemment, par une étude d'un institut de santé, l'Institut de santé national italien, qu'il y a une grande majorité de personnes qui décèdent du coronavirus, mais qui ont déjà d'autres pathologies. Donc les gens qui ont déjà un système immunitaire déficient, c'est eux qui vont être le plus forcément ciblés par le risque de décès. Et il y a d'autres cas de décès. D'accord ? Donc, il y a des personnes qui sont peut-être plus jeunes, parce qu'on dit que ça se rapporte à l'âge, mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus jeunes, mais l'histoire ne dit pas forcément si ces personnes-là sont déjà aussi peut-être atteintes par d'autres pathologies. Hein, on peut être très malade à 30 ans. Hein. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'est à chaque fois que les journalistes posent des questions sous la forme « allons-nous passer en phase 3 ?» La réponse est toujours positive sur un temps bref. Ainsi, les annonces manquent de franchise. Donc, effectivement, quand on voit les informations mainstream et qu'on se renseigne un petit peu plus, finalement, sur Internet, en essayant de faire le tri, hein, je suis bien d'accord, malgré tout, on voit quand même qu'il y a certaines personnes sur Internet qui ont tendance à lancer des alertes et qui sont sérieuses, parce qu'ils montrent des choses très documentées, sont des gens posés, et on se demande finalement, en définitive, si tout est dit avec franchise. Donc après, je me demande si ça cache quelque chose, en définitive. Alors pour moi, les prévisions logiques de tout cela, c'est que, déjà, oui, à mon sens, les établissements scolaires vont fermer jusqu'au retour des vacances de printemps pour la dernière zone. Bon, ça, c'est ce que j'envisage. C'est ce qui est envisageable raisonnablement et c'est ce qui a l'air de, pour l'instant, être dans l'air, quoi. Mais il ne faudrait pas que le confinement obligatoire se termine. Parce qu'alors là, pas sûr que les écoles ne rouvrent pas avant. Et il y a 3 jours, je disais, personnellement, au vu des faits présentés ci-dessus, je ne serais pas étonné que les écoles ne rouvrent pas avant juin, voire septembre. Et j'ai entendu, il y a 3 jours, je crois, que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les établissements scolaires rouvriraient pour le baccalauréat et pour d'autres choses, je ne sais plus. Donc,
On n'est pas loin quand même, hein. On n'est pas loin de cette hypothèse que je viens de citer, hein, mine de rien. Donc, la France prorogera, à mon sens, comme je le disais là, tout à l'heure, plus d'une fois les mesures restrictives de liberté, voire en inventant d'autres, hein, comme de rendre plus sévères les sanctions contre le non-respect du confinement. Oui, parce qu'en fait, là, déjà, il y a des gens qui n'ont rien à faire du confinement, qui de toute façon veulent continuer de vivre comme si de rien n'était, ou presque, et qui en plus envoient chier les forces de l'ordre et contestent la légitimité de leur action quand ils se font contrôler, alors que c'est clair et net, c'est une notoriété publique et voilà. Non, enfin voilà, c'est une nouvelle infraction qui restreint la liberté d'aller et venir, mais c'est pas fini. Ça, c'est pas fini parce que dans le projet de loi, je l'ai vu, c'est une réglementation de la liberté d'aller et venir et de la liberté de réunion. Ça va être, je l'ai vu, hein, c'est dans le projet, il suffit de regarder sur Internet, hein, c'est une notoriété publique, c'est pas secret, c'est pas complotiste que de le dire, hein, c'est que le projet de loi va comprendre un pan on va dire de restriction, hein, de la liberté de réunion et de la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir étant une liberté individuelle et la liberté de réunion étant une liberté collective. Donc, les gens, au bout d'un moment, oui, forcément, pardon, c'est ce que je disais, les gens, ils en ont marre de rester à la maison. Et puis là, on vient de passer à l'équinoxe de printemps. Donc, à moins que, étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup d'hiver, on a un courant de froid qui arrive, là, une période de froid qui arrive, et puis que l'hiver se réveille, et puis qu'on ait de la neige, au mois d'avril, ça pourrait arriver. Moi, j'ai déjà connu ça, hein. Il y a certaines années, j'ai vu de la neige au mois d'avril, hein. Mais pas longtemps, mais bon, quand même. Il va commencer à faire beau, hein. Il va commencer à faire beau. Donc les gens vont sortir, vont trop sortir. Et peut-être qu'à un moment donné aussi, ce sera pas gérable comme situation par les forces de l'ordre. Alors, est-ce que le gouvernement va vouloir vraiment, vraiment empêcher les gens de sortir, réellement, et finalement envoyer plus de force? Comme là, si j'ai bien compris, en plus de la police et de la gendarmerie, il y aura aussi les policiers municipaux qui vont peut-être bientôt pouvoir verbaliser aussi le non-respect de l'attestation dérogatoire, le non-respect du confinement, je veux dire, et donc la non-présentation de l'attestation dérogatoire ou alors sa non-conformité. Mais peut-être à un moment donné qu'il faudra mettre plus de monde. Je dis ça comme ça, hein, comme l'armée par exemple. Parce que l'armée, on nous a quand même habitués à bien la voir avec les phénomènes de patrouille sentinelle et puis maintenant aussi l'armée qui vient aider les médecins. On va être habitué à les voir dans la rue. Donc il faudra bien de toute façon faire en sorte que les gens respectent le confinement si telle est la volonté politique, c'est normal, non? Donc ce qu'on voit quand même, c'est que, étant donné que les gens veulent déjà depuis le début, enfreindre la loi, enfreindre ce confinement, et même avant qu'ils deviennent réprimés, ils continuaient, hein, ils faisaient leur vie, et puis encore maintenant, quoi, les marchés sont bondés, et voilà. Alors, on va dire, oui, c'est au gouvernement de... est-ce que ça les empêche de sortir, les gens, en définitive? C'est vrai, ça, mine de rien. Parce que il faut que les gens puissent prendre leurs responsabilités aussi. Moi, je sais que je bouge pas. Ou alors, tous les 3 jours, je vais peut-être faire une course, là, à côté de chez moi, pour acheter à manger. Mais je bouge pas. Je suis en télétravail pour l'instant, je ne bouge pas. C'est pas compliqué de respecter ça, bon Dieu, pour éviter justement le risque de propagation. Même si on va pas forcément le contracter, mais c'est un risque quand même qu'on prend de contaminer et de rendre malade, ou de nous faire contaminer et de nous rendre malade.
Parce qu'on n'aura pas respecté, on n'aura pas voulu respecter le confinement, on l'aura fait comme si de rien n'était, allez, je fais ma petite vie, j'en ai rien à foutre des autres, mais en faisant ça, ben, après c'est la réaction en chaîne. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Le pic épidémique, il faut qu'il arrive le plus rapidement possible pour retomber le plus rapidement possible. C'est pas compliqué à comprendre ça. Hein. Le pic épidémique, moi je suis pas médecin, c'est une histoire juste de logique. Quoi. Quand l'Italie aura atteint le pic épidémique, il va falloir compter logiquement un peu moins de 15 jours pour que la France, elle atteigne aussi le pic épidémique derrière l'Italie. Puis là, on verra. Moi, je dis, regardez, c'est pas compliqué. En France, il y aura plus de 1000 morts, mais il y en aura moins de 10 000. D'accord? Voilà. On va tabler entre 5 et 10. Entre 5 et 8 même. Logiquement. À peu près comme en Italie. Sauf que nous, on arrivera derrière. L'Italie, ça va aller en diminuant, mais nous, on va arriver derrière. Allez, on table sur 8000 morts. 8000. Par contre, ce qu'il faut voir dans tout ça aussi, c'est que la population, le gros de la population qui respecte le confinement, le gros de la population, je dis bien, parce qu'il y en a encore trop qui ne respectent pas, mais le gros de la population respecte. Hein, on voit les rues sont désertes, les gens ne prennent pas des risques non plus à considérer en majorité, en masse. Il y a que dans certains endroits bien ciblés, bien localisés, où il y a vraiment on voit que les gens ne respectent pas, ou certaines personnes ne respectent pas en tout cas, dans une certaine proportion quand même qui est largement trop importante, hein, surtout qu'il y a non seulement je fais ma petite vie mais je ne respecte pas les distanciations sociales, voilà. Donc, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que on se dit, ouais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas beaucoup de morts, il n'y en a peut-être que 2%. De toute façon, après tout. Ouais, sauf que c'est 2% des cas recensés. Parce que tout le monde n'est pas testé. Et en plus, cherchez, vous verrez. Je l'ai vu sur Internet, et je l'ai vu aussi aujourd'hui aux infos, mais dit vraiment, allez, en 3 secondes, ça a été dit d'une façon très, très édulcorée, en fait, que les tests ne sont pas fiables. Dans certaines circonstances, il se peut qu'ils soient... Mais ils ne sont pas fiables. Le test en lui-même n'est pas fiable. Il est fiable entre 30 et 50%. Il n'est pas fiable. Il peut dire qu'on a le virus alors qu'on ne l'a pas, ou inversement. Donc on ne pourra jamais savoir, et j'ai encore entendu un médecin le dire ça, en plus, on ne pourra jamais savoir le nombre de personnes atteintes de ce virus. Jamais. Donc, ce qui fait que, quand l'épidémie va retomber, quand il ne va plus y avoir personne, a priori malade, il pourra y avoir encore des porteurs sains. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que ce coronavirus pourra revenir. Il pourra revenir plus tard, peut-être même en ayant muté, sait-on jamais. Toutefois, ceux qui disent qu'il est artificiel et qu'il ne mute pas ont tort. On ne sait jamais. Et que ça pourra revenir. Et qu'à cause de ça, vous allez voir que dans quelques mois, quand on va trouver un vaccin, tout le monde va se précipiter dessus, voire même ça va devenir obligatoire. Parce qu'on sait très bien que les Français sont très réfractaires au vaccin, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Donc on ne saura jamais. Les 2-3% de morts, on ne saura jamais. Alors il faut rester conscient aussi du fait que les coronavirus, il y en a plusieurs. Donc ils existent depuis longtemps. Il y en a déjà eu en 2003. Il y a eu la grippe, il y a eu H1N1, il y a eu le SRAS. Donc il y a eu d'autres virus comme ça qui ont été très très virulents avec des
avec des pourcentages de décès qui étaient largement supérieurs, mais en définitive, c'était très localisé et sur une courte durée. Donc, on ne voit pas aujourd'hui, si on examine ces situations-là, qui étaient plus graves que finalement que le coronavirus en termes de quota de décès, d'accord, je dis bien, hein, eh bien, peut-être qu'on a tendance à minimiser à cause de ça. Mais en définitive, on voit que c'est carrément une pandémie mondiale. C'est une pandémie mondiale. Donc, il va falloir un petit peu, à minima, redevenir raisonnable et rester chez soi pour prendre soin de soi et des autres, n'est-ce pas? On reste chez soi et on ne sort que lorsque c'est autorisé et nécessaire. Merci d'avance. Et moi aussi, dans tout ça, tout ce que je vois, les prévisions que je vois, c'est aussi des effets collatéraux. Alors, sans parler naturellement du manque de masques, du manque de gel hydroalcoolique, et puis les effets collatéraux des médecins ou des infirmières qui vont tomber comme des mouches, qui vont choper le virus parce qu'ils ne peuvent pas être protégés, qui vont contaminer leurs proches. C'est pour ça que c'est pas fini. Cette pandémie n'est pas terminée. Attention, cette pandémie n'est pas finie. Parce qu'il n'y aura pas que la population. Je vous dis, il n'y aura pas que la population. Il y aura aussi la police. Vous allez voir, il y aura des cas dans la police. Parce qu'on interdit aux policiers de porter des masques. Pour pas soi-disant paniquer la population. Ouais, la logique que je vois pas trop où elle est. Enfin. Et puis aussi, il y aura des personnes fragiles psychologiquement qui pourront peut-être avoir envie de se suicider aussi. Sait-on jamais, de se faire du mal. Des personnes qui sont seules, qui sont désespérées, qui ont peur, qui sont abandonnées. Il y en a des gens comme ça. Donc il y a aussi ces dommages collatéraux. Hein. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est peut-être qu'à un moment donné, on va nous dire, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est que par rapport aux cas ignorés, qui seront toujours ignorés, c'est qu'à un moment donné, on va nous dire que la situation épidémique en France s'améliore. Mais les gens, ils vont redevenir confiants, ils vont ressortir, et puis il y aura un risque encore de contamination. Et puis, bien sûr, après, des pathologies peut-être psychologiques graves hein, aussi, mis à part les dépressions, mis à part les suicides, mais les pathologies graves liées simplement à la phobie du virus. Hein, on est bien d'accord qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques et rien qu'avoir la phobie de ce virus, ça pourra peut-être conduire des gens, ça pourra rendre malades des gens. Nous, on est équilibrés, mais il y a peut-être des gens qui vont vraiment tomber malades à cause de ça. Et également, le 18 mars, là, dans ce post, vous allez voir, alors c'est marqué modifié, mais je vous assure, je l'ai fait vraiment à ce moment-là. Hein. Donc, c'était que je marquais simplement que, pour moi, une fois qu'on sera sorti de cette crise sanitaire, il sera impossible de revenir aux modèles sociaux, économiques et politiques d'avant la crise. Et rappelons-nous que le président Macron a dit dans son discours de façon un peu énigmatique que cette crise changerait considérablement nos repères et nos habitudes, ce qu'a confirmé récemment, je le dis, le Premier ministre. Et quand j'ai écrit ça, je ne savais pas ce que j'ai dit sur le projet de loi d'état d'urgence sanitaire, je ne savais pas que justement il y aurait des modifications par rapport au droit du travail. Je ne le savais pas. Je l'ai appris récemment. Donc c'était vraiment une sorte d'intuition en fait que j'ai eue que réellement ce serait impossible. Et pas une intuition de voyance, hein, je ne parle pas de ça. Je suis sur une chaîne chrétienne et je suis chrétien, je ne fais pas de voyance. Mais simplement une déduction de faits logiques, tout simplement. Je précise que donc ces prévisions ne sont pas de la voyance, mais simplement des intuitions ou des conclusions logiques à la situation en place. J'espère me tromper, car il se peut que l'épidémie évolue de façon positive sans qu'on s'y attende. Alors là, effectivement, comme quoi je ne suis pas voyant, si ça évolue vraiment sans qu'on s'y attende,
c'est que peut-être Dieu aura fait un miracle pour toute la population, parce que les gens l'auront suffisamment prié. Il ne faut pas oublier que les réunions sont interdites, donc les cultes sont interdits, dans toutes les confessions. Donc les gens prient entre eux à distance, ou les gens prient eux-mêmes chez eux, à distance. Et je pense que réellement, je pense que Dieu peut faire ces choses-là. C'est-à-dire, en définitive, faire que l'épidémie cesse. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et on a beau dire, Dieu a un but dans tout. Et il suffit juste simplement qu'on lui fasse confiance. Et que nous, enfants de Dieu, nous savons très bien, de toute manière, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et de faire échec au mal. Que nous avons la capacité, nous, dans notre force spirituelle, nous avons, parce que nous avons confiance en Dieu, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous, parce que nous avons aussi le don nous avons l'amour, nous avons l'espérance, nous avons la foi forcément en lui, nous croyons, nous savons qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, Dieu fait homme, venu pour sauver le péché des hommes, et nous sauver. Nous savons qu'il nous a donné aussi ce pouvoir sur les démons, que c'est plus fort. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie spirituelle. J'ai eu des moments très très difficiles. Je l'ai déjà confié plusieurs fois. Et à chaque fois, au sortir de ça, j'avais la force, et je suis sûr que c'est Dieu qui me donnait cette force. Donc, on peut tous avoir la force de résister à l'angoisse, à la peur du lendemain, à la peur, est-ce que demain je vais pas y passer, est-ce que demain je vais pas faire contracter le virus, est-ce que je vais pas ci, est-ce que je vais ça, est-ce que... Non, alors, c'est pour ça que moi je dis, ce n'est pas le virus en lui-même qui me fait peur, parce que je sais que le Seigneur va me protéger, de toute façon me protégera, et que si vraiment un jour il me laisse contracter ce virus, ce sera pour un but précis, mais qu'il ne me laissera pas mes enfants, qu'il ne laissera pas mon entourage dépérir à cause de cela. Mais quoi qu'il en soit, je fais confiance à Dieu. Et je sais que il me donne la force. J'ai déjà eu l'occasion réellement de traverser des périodes très très difficiles de ma vie spirituelle, en ce sens que je sentais une sorte de doute en moi et d'action du diable justement pour me faire douter et me faire renoncer à ma foi. Et ça, je l'ai ressenti plusieurs fois. Donc, la prière, notre force, c'est Dieu. Notre force, c'est Dieu. Si nous ne l'abandonnons pas, si nous ne l'apostasions pas, lui, de toute façon, ne va pas nous abandonner. Il ne s'impose pas, c'est un Dieu d'amour, mais il ne va pas nous abandonner. Donc, certes, le diable, là, il est puissant, il fait du mal, mais cette épidémie va s'arrêter. Et ce sera à nous, après, de nous en remettre davantage à Dieu pour que cette épidémie ne revienne plus autant en force. Et ce sera à nous aussi de résister plus tard au climat social qui va s'installer avec les prochaines années qui vont venir. Au climat social, aux profondes transformations, je le dis, mais carrément, parce que oui, ça, je n'en ai aucun doute, aux profondes mutations qui vont arriver dans le monde, notamment en France et ailleurs, dans les prochaines années. C'est clair, net et précis. Dans cette décennie-là, il va vraiment se produire des changements profonds et la population va en être de toute manière le dindon de la farce. Mais ça va forcément nous conduire à nous rapprocher du Seigneur. Et justement, c'est là où, pour faire échec au mal, pour faire échec à tout ce qui peut nuire
au bien, au bonheur de l'homme, en définitive, par des coups sur les libertés, par des coups sur les droits, par des coups sur les acquis sociaux, par des coups divers et variés, hein, d'accord, je balaye large, eh bien, ça va être à nous de dire non, je veux que ce soit le Seigneur qui gagne. Et le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça pour ses enfants. Donc le Seigneur va gagner. Et en tout cas, le Seigneur me fera gagner en moi-même, dans mon cœur, dans mon esprit. Il me donnera la force mentale de résister, de ne pas me décourager, de ne pas me désespérer. Et oui, Seigneur, je crois que tu peux me sauver, que tu peux me guérir, que tu peux me libérer. La vérité vous délivrera, la liberté vous libérera. Et la vérité, on l'a par l'Esprit Saint. Donc sachons mieux communier avec le Seigneur au lieu d'être accrochés toute la sainte journée, et voire même toute la soirée ou je ne sais quoi, sur comment ça va se passer, le coronavirus, comment il va évoluer, etc. Oui, alors on s'informe. Alors on essaie de pas trop se désinformer, voire pas trop se déformer, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on s'informe. Mais attention, on se détache un petit peu aussi de tout ça et on revient aux fondamentaux. Vous voyez très bien, dans les médias, à la télévision, il n'y a pas un moment où on va nous dire « rapprochez-vous de Dieu ». Pourtant, c'est quand même clair que nous croyants, nous hommes, femmes, enfants, êtres humains, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous sommes faits pour vivre avec Dieu. Mais c'est dans notre nature. On n'y peut rien. Et cette souffrance qu'on éprouve à finalement ne jamais être heureux sur terre avec des biens matériels, avec de l'argent, mais c'est normal qu'on la ressente, puisque justement, on ne prend pas le temps, on ne prend pas la peine, on n'a pas cette force, ce réflexe de dire maintenant stop, je veux faire autre chose de ma vie et je veux me raccrocher à ma nature spirituelle. On n'a pas le temps, on ne peut plus. On est trop occupé, métro, boulot, dodo, consommer, les factures, les soucis, on n'a plus. Et là, avec ce coronavirus, c'est encore pire. Et puis, le terrorisme ne s'est pas arrêté, comme je le disais précédemment. Et vous voyez, les choses plus graves qui vont arriver, ce que je disais la dernière fois dans ma précédente vidéo, ben ça va être ça. Ça va être tout simplement ça. Ça va être la remise en cause des acquis sociaux, parce que l'épidémie, même si elle dure 5 mois, qu'après ça s'arrête, avec l'espoir aussi qu'elle revienne pas trop vite, qu'elle revienne plus du tout même, elle durera 5 mois. Mais la remise en cause des acquis sociaux, c'est en un clin d'œil pour toute la vie. Les mecs, faut vous réveiller par rapport à ça. Et c'est ça va être beaucoup plus grave. Parce que les attaques, là, sur les acquis sociaux, ça va tomber. Ça va tomber d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça où aussi on va devoir faire preuve d'une force spirituelle. Il n'y a que la force spirituelle qui pourra nous permettre de nous sortir de cette adversité, j'ose dire. Il n'y a que la force spirituelle. C'est pas de trop regarder la télé ou de jamais la regarder, c'est pas de vivre dans l'insouciance, c'est pas de vivre dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la peur du lendemain, qui va nous sortir de nos difficultés et qui va nous sortir des problèmes. Non. Il n'y a que la force spirituelle qui peut nous sortir de nos problèmes, qui peuvent nous donner la force de surmonter nos difficultés, de vivre nos difficultés, et en définitive de confier notre vie à Dieu, parce que c'est lui qui va gérer nos difficultés, c'est lui qui va nous permettre de les gérer intérieurement, c'est lui qui va nous donner cette force, et aussi, en définitive, qui va nous enseigner comment nous sortir de ce mauvais pas pour finalement nous élever, finalement pour nous faire progresser aussi dans notre vie. Parce qu'il ne faut pas vouloir
que la vie soit lisse. Faut pas le vouloir, ça. La vie sera jamais lisse. Même la vie d'un chrétien n'est pas lisse. La vie des plus grands saints n'a pas été lisse. Les martyrs, la vie des martyrs n'a jamais été lisse. Pourtant, c'était des gens qui ont été reconnus saints par l'Église, qui sont saints, qui se sont consacrés entièrement à Jésus. Mais Jésus, il a souffert. Il a souffert pour nous. Il a souffert. Et aujourd'hui, on voudrait que Dieu ne nous donne que le bien, que Dieu ne nous donne que le bonheur. Et aujourd'hui, on voudrait être légitimé à dire à Dieu, si tu envoies le mal, si tu envoies le virus, c'est que tu n'existes pas. Alors c'est un peu ridicule ce que je dis, parce que si on lui parle et puis qu'il n'existe pas, et de dire non, mais Dieu, s'il existait, il n'enverrait pas le mal. Je regrette, non. Non, c'est faux. Il y a un choix des hommes. Et on le voit maintenant, le choix des hommes, c'est quoi? Déjà, c'est de ne pas respecter le confinement, déjà. Hein, c'est logique. Hein. Excusez-moi, j'arrive du spirituel au temporel d'un seul coup, comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Le choix des hommes détermine leur destin. Le choix de tout un chacun détermine son destin. Et détermine aussi le destin collatéralement de ceux des autres. De ceux de certaines personnes, de certaines autres personnes qui les entourent. Donc, il faut vraiment nous consacrer à Dieu pleinement, le plus possible, parce qu'effectivement, on est très accaparé par nos occupations et par nos préoccupations. C'est clair, net et précis, ça c'est évident. On est quand même des êtres humains. On n'est pas des dieux, mais on n'est pas non plus des robots. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus des machines. On n'est pas non plus. Faut arrêter de se laisser mener par le bout du nez par tout ce qui passe dans le petit écran. Non. Gardons notre dignité, gardons notre liberté intérieure, gardons notre force pour combattre les affres du monde, pour rester avec Dieu, pour rester dans nos droits chemins avec notre Seigneur, Jésus. Toujours. Et surtout là, dans ces moments-là, le Seigneur nous permet d'être chez nous, confinés. Eh bien, profitons-en pour lui consacrer davantage de temps, pour nous rapprocher de lui. Et là, aujourd'hui, ce soir, je veux prier. Je veux demander une chose au Seigneur, parce que je lui ai déjà demandé plusieurs fois de nous sauver de cette épidémie et de prier par rapport à tout ce qui concerne cette épidémie. Seigneur, pendant cette épidémie, Seigneur mon Dieu, va toucher le cœur de certaines personnes qui ne te connaissent pas encore. Dans le nom de Jésus, je t'en prie, va toucher le cœur de certaines personnes qui ne te connaissent pas encore. Va toucher leur cœur, offre-leur ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je t'en prie. Enlève-leur toute once de désespoir, dans le nom de Jésus, je t'en prie. Permets-leur de marcher sur les serpents, de lutter contre le mal, de ne pas se laisser impressionner, Seigneur, par cette épidémie, de leur donner la force. Et je veux demander à Dieu aussi, Seigneur mon Dieu, fais qu'il y ait de nouveaux convertis au sortir de cette épidémie. Que ces nouveaux convertis puissent venir au grand jour témoigner, Seigneur mon Dieu, de ta grandeur, de ta puissance. De venir témoigner, Seigneur mon Dieu, de ce que tu auras fait, des miracles, Seigneur mon Dieu, de guérison, de libération, de conversion, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent venir témoigner, ces gens-là, au sortir de cette épidémie, pour voir, pour montrer au monde que le mal n'a pas de prise sur Dieu. C'est Dieu qui a le prise sur le mal. Donc, nous savons, nous, chrétiens, que nous avons le pouvoir de vaincre ce mal. Et le mal, il est où? Il est autour de nous, mais il arrive en nous aussi. Parce que le mal est autour de nous, il arrive en nous. Eh bien, le mal ne doit pas franchir, ne doit pas être en nous, ne doit pas venir en nous à cause du fait qu'il est à l'extérieur de nous, que nous le vivons, que nous le subissons plus ou moins. Il ne doit pas venir en nous.
Et c'est avec Dieu que nous avons cette force de résister toujours, que ce soit par l'épidémie ou que ce soit à cause d'autres événements qui vont arriver, eh bien, nous devons dire non, Seigneur mon Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je te veux dans ma vie, fais-moi connaître ta volonté à mon endroit, afin que je puisse témoigner de ta gloire, afin que je puisse t'exalter, te glorifier, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu peux me sauver. Je crois, Seigneur mon Dieu, oui, je le crois. C'est pas que j'y crois vaguement, Seigneur mon Dieu, oui, je crois, et on doit prier comme ça. Je crois, Seigneur, que tu peux me libérer de mes angoisses. Je crois, Seigneur, que tu peux me guérir de mes maladies. Je crois, Seigneur, que tu peux me libérer de mes craintes. Je crois, Seigneur, que tu peux aussi faire tomber tous mes doutes. Je crois, Seigneur, que tu es mon sauveur, mon rédempteur. Et oui, amen, je le dis, je crois, Seigneur, que tu peux mettre un terme au mal, en définitive, sur toute la terre. Alors oui, le mal ne vaincra pas pendant cette épidémie, sur cette épidémie, et Dieu arrivera à bout de cette épidémie. Mais nous devons le vouloir, nous devons solliciter notre Seigneur, nous devons lui montrer, oui, nous avons confiance en toi pour que cette épidémie cesse et pour que le monde soit sauvé par toi. Nous savons que le monde sera sauvé par toi, Seigneur mon Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous pouvons réellement prier comme cela. Voilà, je rappelle que demain matin, je vais faire une célébration privée en direct sur YouTube que j'ai préparée. Et également que lundi, je ferai un chapelet, je ferai 2 chapelets et d'autres activités de prière aussi, en direct, à partir de 17h, heure de Paris. J'ai simplement modifié un petit truc, c'est que vu les circonstances, je vais prendre le chapelet du rosaire avec les mystères douloureux de l'Évangile. Voilà, merci beaucoup, soyez bénis, prenez soin de vous. Amen.